Bonjour, nous sommes le vendredi 17 février 2017. Il y a 3 jours, je me trouvais à Paris, enfin plus précisément à Issy-les-Moulineaux, et j'ai enregistré une émission au Cube, qui est un centre culturel, et on m'avait demandé de parler de l'extinction du genre humain. Et vous pouvez voir ça, c'était en ligne hier, je l'ai mis sur le blog, je peux parler 1 heure. Quand on me donne l'occasion de parler 1 heure, les choses sont plus simples que quand il s'agit d'essayer de placer sur des séquences de 30 secondes des messages importants. Alors voilà, en plus les questions qui m'étaient posées étaient des questions véritablement excellentes. J'espère que vous allez regarder ça. C'est un peu long, mais sur cette question extinction possible, transhumanisme, robotique, intelligence artificielle, j'ai eu l'occasion de m'exprimer. Et la personne qui m'invitait m'a posé la question, m'a fait la réflexion suivante. Vous faites une vidéo toutes les semaines. Depuis 9 ans, ça fait 9 fois 50, ça fait plus de 450, on doit être dans près de 470. Est-ce que vous arrivez toujours à trouver un sujet et là j'ai répondu, j'ai dit il m'est jamais arrivé de me dire de quoi est-ce que je pourrais bien parler et malheureusement parce que ça reflète un petit peu les temps qui sont les nôtres, qu'est l'époque. Alors pour commencer, je voudrais vous citer quelques chiffres. Voilà. Les chiffres sont les suivants. Courant collectiviste anti-autoritaire, 63% des suffrages. Courant collectiviste marxiste, 31% des suffrages. Et courant mutualiste, dit encore proudhonien, 6% des suffrages. Si vous additionnez, ça fait bien 100%. Alors de quoi ça parle? Eh bien ça parle du 4e congrès à Bâle de l'Association internationale des travailleurs, encore appelée l'Internationale. Et l'Internationale aura vécu de 1864 à 1872. Bien entendu, la Commune de Paris sera passée par là, d'autres événements en Italie, en Suisse en particulier. Et là, je vous parle des chiffres des représentations en 1869. Donc, on est à 3 ans, on est à 5 ans dans l'existence de l'Internationale. On est à 3 ans de la scission. Et donc, je vous répète les chiffres. Le courant marxiste, 31%. Le courant anarchisant proudhonien mutualiste, 6%. Et le courant qui s'appelle lui-même collectiviste anti-autoritaire, 63%. Donc, disons un petit tiers pour les marxistes, un petit 2 tiers pour les anti-autoritaires et 6% pour les proudhoniens mutualistes. Alors, pourquoi est-ce que les anti-autoritaires s'appellent anti-autoritaires ? Eh bien, essentiellement parce qu'ils s'opposent, bien entendu, aux marxistes, et ça restera comme ça dans l'histoire. Alors, pourquoi est-ce que je vous cite ces chiffres? Pour vous rappeler une chose, essentiellement, c'est que un partage des voix à l'intérieur de la gauche, qui conduira d'ailleurs à la scission en 1872 de l'Internationale, de l'Association internationale des travailleurs. Ça date pas d'hier. Il y a eu des épisodes. Il y a eu en 81, de 81 à 84, il y a eu 2 gouvernements maurois en France où on a eu à la fois des représentants du MRG, du Parti Socialiste et du Parti Communiste. Ça fait quoi? Ça nous fait 3 ans. 3 ans. Sinon, il y a eu, d'un côté beaucoup moins rassurant, il y a eu la guerre d'Espagne. La guerre d'Espagne où le courant anti-autoritaire et le courant marxiste se sont déchirés, où ils ont perdu leur temps et c'est assez abominable d'ailleurs, à se déchirer entre eux plutôt qu'à se battre contre leur ennemi commun. Donc, coexistence, souvent, on pourrait parler aussi évidemment de la révolution russe où
le courant marxiste élimine assez rapidement, les bolcheviks éliminent les mencheviks. Relation difficile à l'intérieur d'une gauche entre les marxistes et ceux qui s'appelaient donc à l'époque les anti-autoritaires et qu'on appellera par la suite socialistes, anarchistes et ainsi de suite. Ça ne date pas d'hier qu'un rapprochement entre messieurs Hamon et Mélenchon ne va pas dans l'ordre des choses. Dans le pire des cas, c'est la guerre civile entre eux, comme on a vu en Espagne, avec tous les coups tordus possibles, voire les films de Ken Loach sur le sujet. Les rapports d'Orwell sur le sujet, enfin bon, ça a été bien documenté. Ça, c'est dans le pire des cas. Dans le meilleur des cas, deux gouvernements maurois sur une période de 3 ans en France, et le reste du temps, des approches inconciliables, véritablement inconciliables sur les choses importantes. Donc, nous dire la gauche est divisée, bon, il y a une manière de dire il n'y a plus de gauche, mais non, la gauche est divisée, la gauche a toujours été divisée. Il y a eu des rivalités, bien entendu, il y a eu des moments où des gens qui étaient à gauche sont passés à l'extrême droite. Beaucoup des grands penseurs de l'extrême droite sont malheureusement venus de la gauche à différentes époques. Il y a eu Demant en Belgique, il y a eu les réflexions très intéressantes mais finalement assez ambiguës de M. Sorel en France. Et ainsi de suite, il y a malheureusement des communications entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Il y a un monsieur avec qui j'ai discuté hier, je ne connais pas son nom, il intervient sous pseudo sur le blog, et ce monsieur dit, si un courant comme celui de M. Mélenchon n'est pas représenté, ben moi je préfère voter FN. Je lui ai dit que malheureusement il était typique d'un certain type d'attitude, qui est que entre la gauche marxiste, et que je n'hésiterai pas à appeler autoritaire par opposition à anti-autoritaire, entre les courants marxistes et certains courants d'extrême droite, il y a eu des canaux de passage. Et si les preuves manquaient, eh bien, il y a ce monsieur avec qui je discutais hier sur mon propre blog. Il n'est pas le seul. Si vous regardez les intentions de vote en termes d'appartenance à des classes sociales, vous verrez maintenant que ce qu'on appelle la classe ouvrière, ce qu'il en reste, vote massivement en France pour le Front National. Alors, tout ça n'est pas très optimiste. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas essayer de faire quand même, comme on a fait en 81-84 ? Si, bien entendu, mais ce ne sera pas évident parce qu'il y a un passif de 150 années de division de la gauche entre marxistes et les autres, entre anti-autoritaires et autoritaires. Alors voilà, bon, tout ça n'est pas joyeux. Comme je vous dis, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer d'essayer, mais le passif est très lourd. Voilà. De quoi je voulais encore parler ? Je voulais parler un peu des États-Unis. Je vous dis souvent qu'il ne faut pas ignorer quand on est en France ce qui se passe aux États-Unis parce que eh bien il y a des rapprochements à faire. Si vous regardez d'ailleurs, avant que je parle de M. Trump, je peux parler de la presse financière anglo-saxonne. Là, on vous parle énormément d'une victoire de Madame Le Pen. C'est une chose auquel les marchés pensent et c'est une éventualité qu'ils prennent très au sérieux. À l'époque où M. Fillon avait encore un peu le vent en poupe aussi, on avait très peur du côté des marchés financiers, et pas seulement là, il faut quand même le dire, de la possibilité qu'en France s'affrontent deux partisans de M. Poutine, Mme Le Pen et M. Fillon. Voilà. Alors, pour parler de M. Trump, eh bien, je crois que les nouvelles, si on lit la presse aux États-Unis, il y a des choses qui sont véritablement en train de se passer. Il y a deux possibilités. Ou bien M. Flynn, la démission de M. Flynn, enfin exigée par les services secrets et le FBI, de M. Trump est la première quille dans un jeu de quilles qui est en train de s'effondrer.
ou bien c'est crever l'abcès et se débarrasser d'une personne pour pouvoir avancer par la suite. Les deux hypothèses sont possibles. Il est possible que quand les services secrets refusent de communiquer sur une base journalière à partir de maintenant, comme nous l'apprend la presse, ça veut pouvoir dire peut-être qu'ils ont eux-mêmes, qu'ils ont déjà un dossier suffisant sur M. Trump et sur ses contacts avec la Russie pendant la campagne, et que M. Trump a déjà été passé par je dirais pas par l'establishment, parce qu'il s'agit plutôt, je dirais, de la structure administrative d'un État, et comme vous le savez, la police et le ministère de l'Intérieur et les services secrets qui s'occupent de l'extérieur sont une partie absolument essentielle. Ça n'a pas grand-chose à voir avec establishment, pas establishment. C'est un peu la structure, je dirais, de base des États. Vous voyez qu'ils ne sont pas nécessairement liés à un régime particulier. Vous avez bien vu, par exemple, quand on passe de l'URSS à la Russie, eh bien, on ne se débarrasse pas entièrement des services secrets. On leur donne une autre étiquette et on continue avec le même personnel. Alors ça peut-être qu'ils ont déjà un dossier suffisant sur M. Trump et qu'il reste sur sa lancée jusqu'à ce qu'on sorte, on ait fini de rassembler le dossier. Ou bien on lui a dit, écoutez, débarrassez-vous quand même de celui-là parce qu'avec lui il n'y a pas moyen d'avancer, et retomber sur les rails, continuer à remonter sur les rails. Et il y a un petit signe de ça hier, effectivement, eh bien parce que M. Trump a changé sa politique vis-à-vis de la Russie. Il est retombé en une seule journée dans une ligne plus classique de se méfier de la Russie et pour les États-Unis, et de soutenir les services secrets, la police, quand ils parlent d'infiltration, de tentatives de déstabilisation, etc. Mais si on doit faire une hypothèse, je dirais 50-50. Il est possible qu'on l'ait mis au pied du mur en disant maintenant vous rentrez dans l'ordre de ce qui est les États-Unis depuis quelques siècles. Et là, il y a des signes pour cela, ou bien le fait que les services secrets refusent de le communiquer avec lui sur une base quotidienne est la preuve qu'il a déjà été passé aux pertes et profits. Alors, je ne crois pas qu'il faudra très très longtemps, une semaine ou deux maximum, pour savoir laquelle de ces deux hypothèses-là est la bonne. Quoi vous dire encore ? Je vous ai parlé de cette vidéo du Fête au Cube, dont je suis content. Je vous l'ai dit parce que j'ai eu le temps de m'exprimer correctement sur les sujets qui sont des sujets essentiels. Et j'étais pris au sérieux par mes interlocuteurs. Il y a même eu on a quelquefois même renchéri sur mes propos parmi les personnes qui m'interrogeaient, ce qui montre que nous étions sur la même longueur d'onde. Alors dans 12 jours, point de vue de l'édition, quant à moi, il y a sorti de Le Dernier qui s'en va, Éteint la lumière, en livre de poche, donc il sera accessible à un prix en dessous de 10 €, avec une couverture optimiste, avec une lampe allumée. Il y avait je crois que vous l'avez signalé, la première proposition, c'était une corde de pendu, et là j'ai dit non quand même, c'est pas ça le propos du livre. Et le même jour, la sortie de se débarrasser du capitalisme est devenue, je ne sais plus comment ça s'appelle, est devenu nécessaire. Bon, ça fait rien, je ne connais pas encore le titre de mon nouveau livre, mais je mettrai vous l'avez déjà vu, la couverture. Et ça, ça sort le premier chez Amazon. Donnez encore 2-3 jours de plus à votre libraire favori, et vous allez le trouver. Et là, c'est, je vous le répète, ce sont mes chroniques dans Le Monde et dans l'Écho en Belgique, qui reprend les chroniques du Monde, et dans Trends Tendance, qui est un magazine. Et on a mis ensemble toutes ces chroniques, pas toutes, il y en a qui avaient perdu un peu d'actualité. On a fait un choix de à peu près 80 sur les 100, et il y a une introduction générale qui parle du neuf, quelque chose de neuf. Il y a en particulier un programme politique pour la gauche dans l'introduction. Et puis les chroniques ont été regroupées par thème. Et il y a souvent une introduction relativement longue sur chacun des sujets pour faire le point. Alors,
Je ne sais pas si les gens s'intéressent à des choses qu'ils ont déjà pu lire. Ça dépend s'il y a des gens qui ont envie de me lire et qui m'ont jamais lu. Ça dépend de combien de gens qui m'ont déjà lu sur 10 années ont envie de me relire. Et voilà, on va voir. On va voir ce que ça donne. Il y a déjà quelques invitations. On en reparle. Voilà, allez, à la semaine prochaine.